Bonjour messieurs et bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la semoule. Et oui, il n'y a pas que la Vuelta qui pédale dans la semoule, nous aussi on pédale dans la semoule. Et aujourd'hui, je suis accompagné encore une fois de mes deux chroniqueurs, un cycliste. Avec moi, Pierre Marchand, ça aurait pu être le TGV de Clermont-Ferrand, mais c'est plutôt le TER de Clermont-Ferrand, il n'arrive pas toujours à l'heure. Pierre Marchand, comment allez-vous ? Ça va, ça va. Petite précision, je suis en télétravail en Auvergne, donc je m'excuse d'avance pour d'éventuelles coupures, mais ce sera pour mieux revenir. Bien évidemment, de toute façon on pédale dans la semoule, ça commence très fort. Y en a un qui fait pas beaucoup de vélo, plutôt du air cycling. Enfin, la dernière fois qu'il a fait du vélo, je pense que c'était encore Jacques Chirac qui était président. Nico, comment ça va ? Salut les deux Pierrot, ça va super bien. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vélo, mais je me suis quand même mis aux couleurs espagnoles, 4 de Barcelona et la casquette BIC d'un grand coureur espagnol. Messieurs, vous l'avez ? Oui. Oui, bien vu Pierrot. Ça commence très fort, Nicolas qui nous fait des petites références. Bon messieurs, je sais pas si vous étiez au courant, mais c'était la Vuelta en ce moment. C'était un beau bordel, mais c'était la Vuelta. Je vous ai concocté un petit programme, je vous le déroule tout de suite. On va faire un petit résumé de la semaine. Ça va vous permettre de vous remettre en jambes. Ça va pas être, à mon avis, pas du luxe, parce que je suis pas sûr que vous avez bien tout suivi. Ensuite, on va passer au conseiller de classe, messieurs. Et oui, vous m'avez donné vos félicitations, vos encouragements et même des avertissements sur certains coureurs ou certaines équipes. Et on va les revoir. Vous allez devoir m'expliquer tout ça. Les coureurs vont passer devant le conseil. Ensuite, on aura le grand débat de cette émission. Jumbo peut-il perdre ce Tour d'Espagne ? La Vuelta peut-elle leur échapper ? Je sais que vous êtes prêts, que vous avez affûté vos arguments. Et ensuite, on partira sur une nouvelle rubrique, le 53-11. C'est encore un débat. Ce n'est pas un braquet, le 53-11. Non. On aura 53 secondes et 11 secondes pour débattre. Sur Martinez, peut-il finir top 10 de cette Vuelta ? Et ouais, nos deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, messieurs. Et enfin, on finira par, une fois n'est pas coutume, par nos questions express. Une dizaine de questions. Ils auront un mot, au maximum une phrase pour me répondre. Pas d'argument, comme ça c'est plus simple pour eux. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette émission ? Prêt ? Un super programme qui nous attend. Chaud patate. Allez, c'est parti pour le résumé de la semaine. La petite récap, accrochez-vous messieurs. L'étape 1, j'ai mis contre-la-montre nocturne. Eh oui, ils n'étaient pas prévenus les coureurs, mais c'était un contre-la-montre nocturne de 15 bornes dans Barcelone. Et la DSM avait pensé à prendre ses lunettes infrarouges. Donc c'est la DSM qui s'impose devant Movistar et IF. Et c'est Lorenzo Milesi. Et oui, il a gagné le contre-la-montre des moins de 23 il y a quelques semaines à Glasgow, qui prend le maillot rouge et qui passe premier sur la ligne. Le maillot vert pour Romain Bardet. Comme quoi, tout est possible sur Terre. L'étape 2, messieurs, 182 km, Mataró-Barcelone. Show must go on. Alors là, accrochez-vous, si vous n'avez pas un bac plus 8 organisation de course, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va se passer. Il y avait des lignes virtuelles, des lignes réelles. Les temps étaient stoppés, gelés à 9 km de la ligne, mais les bonus, non. Mais attention, la course continuait. Enfin bref, tu mélanges un peu tout ça. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait Andreas Kron qui s'impose devant Caden Groves et Andrea Vendrame, et c'est Andrea Piccolo. Il ne s'est pas imposé, mais non. Mais lui, il est passé devant la ligne virtuelle à 9 km en tête. Andrea Piccolo qui prend le maillot rouge. Bref, la Vuelta pédale dans la semoule fortement. Enfin, troisième étape, messieurs. La Vuelta commence vraiment avec une arrivée en Andorre. Et là, on retrouve le patron Remco. Remco qui s'impose devant Jonas, le vainqueur du Tour, et devant Juan Ayuso. Et c'est Remco qui prend le maillot rouge. Pas grand-chose à noter sur cette étape, puisqu'elle s'est faite au sprint après la montée, à part Geraint Thomas et Arensman qui perdent du temps, les deux Tineos. Étape 4, messieurs, on part d'Andorre, on arrive à Tarragone et c'est Caden Groves qui remporte cette étape, l'Australien devant Molano qui a lancé son sprint aux 600 mètres, voilà, c'est la nouvelle façon de sprinter du vélo. Et, troisième, Edward Tunst, Remco reste maillot rouge, Groves dans son jardin, pourquoi ? Parce que Groves il a gagné plusieurs étapes déjà sur le Tour de Catalogne, donc lui, cette région lui convient bien. Étape numéro 5, c'est une étape accidentée selon la Vuelta, mais c'est encore Caden Groves qui double la mise, cette fois-ci devant Filippo Ganna. Filippo Ganna qui s'est décidé de faire des sprints, vu qu'il n'y a plus rien qui fonctionne chez Ineos. Filippo lui se dit pourquoi pas moi. Dries Van Gestel finit 3e, Remco reste en rouge.
Ensuite, on passe sur l'étape 6. Bah oui, 2 jours de plat. Il fallait absolument faire une étape de montagne. On est sur la Vuelta. Et cette fois-ci, messieurs, Cocorico, pas pour la victoire d'étape, non, parce que c'est Sepp Kuss, l'Américain, qui gagne, mais c'est Lenny Martinez qui finit deuxième et Romain Bardet troisième. Et c'est surtout Lenny Martinez qui va prendre le maillot rouge, le plus jeune coureur à avoir un maillot de leader sur les 3 grands tours, si je ne m'abuse. En tout cas, Cocorico, ça ne s'arrête pas là, puisque l'étape 7, 200 km entre Utiel et Oliva, et ben c'est Geoffrey Soupe à la soupe, messieurs. Et oui, Geoffrey qui gagne et qui le remporte devant Olar Orlouis des Carajujal et Edward Tuns, encore troisième, notre petit Edouard. Lenny Martinez reste en rouge. Que demander de plus? La France, messieurs, est bien présente sur cette Volta. Étape 8, encore une fois, après 2 étapes de plat, il faut absolument mettre de la montagne. On est sur la Vuelta, soit 165 km pour arriver à Xorre de Cati, Costa Blancor Interior. Et c'est Primoz Roglic, cette fois-ci, qui sprint. Il avait fini 4e, je crois, du premier sprint en Andorre. Et là, il s'impose devant Evenepoel et Ayuso. Evenepoel dira qu'il ne savait pas où était la ligne. Enfin bref, ça c'est un peu la magie de la Vuelta. Sepp Kuss, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, vient chipper le maillot rouge à notre Français Lenny Martinez. Et enfin, la dernière étape de cette première semaine de Vuelta, elle est pour Lennart Kemna, qui va compléter sa collection, puisqu'il avait déjà gagné une étape du Giro, une étape du Tour. Maintenant, il complète sa collection et gagne une étape de la Vuelta. Kemna qui gagne devant Matteo Sobrero et Chris Hamilton de la DSM. Sepp Kuss reste en rouge, messieurs. Et au bilan du classement général, Sepp Kuss est premier devant Marc Soler. Lenny Martinez est à 1 minute. Et ensuite, on retrouve le premier favori Remco, 2 minutes 22 de Sepp Kuss. Mikel Landa qui s'est infiltré dans le top 10 alors qu'il avait perdu du temps sur les premières étapes, mais il a réussi en échapper à grignoter. Primoz Roglic 6e, Vingegaard 7, Mas 8, Ayuso 9 et 10 Almeida. Tous les gros favoris sont là, et quand on regarde par rapport à Remco, ça se tient en une trentaine de secondes entre Remco et Almeida. Messieurs, voici le résumé de la semaine. Je ne vais pas vous demander de commenter ni quoi que ce soit, puisqu'on passe tout de suite au conseil de classe. Bravo pour ce résumé. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose, et j'espère que ça vous a remis les idées en place. Alors messieurs, le conseil de classe, avant de passer aux félicitations, puisqu'on va commencer par les félicitations, je vous rappelle le principe. Vous m'avez donné en amont les coureurs ou les équipes, ou que sais-je, que vous vouliez féliciter. Je vais vous les montrer, vous allez devoir les justifier, et bien c'est parti, show must go on. On commence tout de suite par les félicitations. Et donc là, il apparaît sur mon écran que Nico a voulu féliciter Lenny Martinez, la Jumbo et Sepp Kuss. Et on voit que Pierrot, Jumbo également, il souhaite donner les félicitations à Jumbo, à l'équipe UAE. Et alors, j'ai mis une photo avec le peloton, parce que en fait, Pierrot m'a dit tous les coureurs de la Vuelta en général. Voilà, donc là, je vais lui laisser s'expliquer. Ouais, Pierre, il dit que je prends pas beaucoup de risques, je suis normand, mais alors lui, voilà, il félicite tous les coureurs de la Vuelta, ça m'a bien fait rigoler. Messieurs, qui commence? Moi, je peux commencer, puisqu'apparemment, je vais devoir me justifier. Si ça vous va. Allez, c'est parti. Feu. Ouais. Écoute, je sais pas si je serais capable de faire un résumé aussi brillant de la première semaine que ce que tu viens de faire, mais j'ai trouvé que le spectacle proposé était intéressant. Enfin, moi, j'ai pris du plaisir sur cette première semaine, alors que j'ai pourtant des craintes. Pourquoi? Parce que les grands noms, ceux qui jouent le général, répondent présent. Donc ça, c'est sympa à regarder, et on voit notamment que la vérité d'un jour n'est pas la vérité du lendemain. Je pense notamment au coup où Remco gagne et quelques jours après, il perd du temps. Et puis oui, les coureurs de façon générale, alors j'aurais pu aussi féliciter les staffs, les intendants, les cuisiniers, etc. Mais non, je trouve que ça roule fort, que ça bagarre. Et mine de rien, si on prend l'étape d'hier, avec des bordures sur la première heure, après une étape roulée quasiment à fond en montagne, oui, je pense qu'il faut leur rendre hommage, et il faut d'autant plus leur rendre hommage, et vous me voyez certainement venir, au regard des conditions de course qui leur sont proposées et qui parfois peuvent être déstabilisantes. Voilà le pourquoi je tenais à féliciter l'ensemble des coureurs. Ok, très bien, on aura compris
On aura compris le message. Alors, concernant Jumbo UAE, Pedro, est-ce que tu peux poursuivre sur les félicitations et développer? Yes. Sur Jumbo, je vais pas forcément développer parce que je pense que c'est pas nécessaire de disserter longtemps dessus. Ils courent en patron, ils sont très bien placés au général. Il me semble plutôt serein, donc je vois pas vraiment de fausses notes pour la Jumbo sur cette première semaine. Par contre, là où j'insisterai peut-être davantage, c'est sur UAE. UAE beaucoup plus discret, mais dans des positions quasiment aussi favorables. Ayuso, on en avait parlé éventuellement comme un des prétendants à la victoire dans les prochaines années sur les grands tours. Pour l'instant, je trouve qu'il fait une première semaine parfaite. Il prend les bonifs, il répond présent même sur des types d'efforts qui ne sont pas forcément, je veux dire, les siens ou là où il excelle. Je pense notamment sur des efforts courts de 10-15 minutes. Il a tenu la baraque le jour où Roglic gagne. Almeida, on pense toujours qu'il va sauter, enfin même il saute, mais il revient toujours. Donc attention, Almeida, ça va vite en chrono. Il y a de l'expérience. Donc ouais, très bien pour Almeida. Et puis de façon générale, l'équipe AE, je l'ai parfois un peu critiquée sur le Tour de France, à vouloir montrer qu'elle en a aussi une aussi grosse que la Jumbo. Là, je trouve qu'il court de façon plus discrète, mais très juste. Donc je tenais à le souligner, et en cela, ça mérite les félicitations. Puis ils ont, si je peux compléter, ils ont un peu eu la même stratégie. Ils ont tous les deux un coureur qui est dans le top 5, Solaire. Solaire, Sepp Kuss qui a le maillot rouge, et derrière, ils ont leurs deux favoris placés. Donc effectivement, une stratégie un peu similaire. Ouais. Nico, toi, tu es d'accord avec ça? Je vois que tu as mis également la Jumbo. Ouais, tout à fait. J'ai mis les félicitations à la Jumbo. Je vais pas reprendre Pierre, hein. Je suis totalement d'accord. On a assisté à une démonstration, alors, ouais, peut-être un petit peu fort, mais du moins une force collective sur la première semaine, moi, qui m'a assez épaté. En fait, on attendait deux coureurs. On attendait Roglic, Vingegaard. Les deux répondent présents. Roglic, moi, il me fait une très belle impression. Vingegaard aussi. Et Vingegaard, bon, on ne sait pas à quoi s'attendre après en deuxième semaine, mais il faudra compter sur lui. Et puis, il y a en fait il y a un troisième larron qui est arrivé avec Kuss. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il ait le maillot rouge, à ce qu'il soit peut-être aussi fort. Pour moi, je le mets dans les 5 meilleurs grimpeurs de cette Vuelta. Donc, du coup, bon, je pense qu'il va perdre son maillot sur cette deuxième semaine, mais ça va être quand même une sacrée épine du pied enlevée pour toutes les autres équipes parce qu'ils vont être trois à batailler. On l'a vu, hein. Il y a 6-8 coureurs qui se tiennent et donc tu auras 3 jumbo. Donc voilà, moi, ils me font vraiment une grosse impression collective. Donc je pense qu'on en reparlera après, mais ça va être compliqué de les battre. Et je trouve qu'ils ont fait un sans faute sur cette première semaine, avec évidemment le maillot rouge et une victoire d'étape. Messieurs, vous avez les félicitations un peu faciles, j'ai l'impression. Moi, je regarde le classement général, je regarde les grands leaders. Le premier, c'est Remco Evenepoel. Et là, vous me parlez de Jumbo. Qu'est-ce qui se passe là? On peut m'expliquer? Qui s'y colle? Moi, je veux bien m'y coller. On a eu la Quick Step qui a d'abord pris du temps sur le chrono par équipe. Et après, je dirais que la seule grosse explication pour l'instant qui a eu lieu entre les leaders, c'est sur l'étape 6. Et sur l'étape 6, on a vu qu'il y a Remco qui a lâché 30 secondes. Bon, il aurait pu lâcher plus, mais il a bien limité la casse. Et donc, du coup, moi, je m'appuie un peu sur. C'est difficile, je trouve, de faire une analyse sur cette première semaine, tant les écarts sont resserrés. Mais sur cette étape-là, qui était pour moi la plus difficile de cette première semaine, c'est vraiment Jumbo qui a contrôlé. Jumbo qui a couru à la perfection en envoyant 4 coureurs devant avec Vingegaard et Roglic qui ont été parfaits derrière et qui ont réussi sans grosse accélération. Hein, Roglic, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ça roulait très fort, c'était très costaud, mais on n'était pas sur une étape comme le Granon avec une stratégie dès le départ d'attaque. Juste avec une impulsion, on a vu que ça a été compliqué pour Remco. Donc, certes, au classement, Remco est toujours en tête pour l'instant, mais je pense qu'avec ce qui nous attend en deuxième semaine, puis en troisième, la Jumbo va arriver sur son terrain de jeu et ça va être encore plus compliqué pour les autres. Pierre Marchand, tu Bah, souscris? je souscris et je te remercie pour ta question parce que il est vrai que factuellement Remco est devant. Et ce qu'on pourrait reprocher à UAE, mais surtout à Jumbo, c'est le contrat monte par équipe. Ils étaient censés être les favoris et prendre du temps, ils en ont perdu.
Mais eu égard des conditions exceptionnelles dans lesquelles se sont tenus ce chrono, on ne peut pas leur en vouloir. Donc c'est pour ça que pour moi les félicitations me semblent tout à fait justifiées. Ok, messieurs, alors on va finir avec peut-être Lenny Martinez. Je vois que Nico, tu l'as mis en félicitations. Je pense que tu vas nous expliquer, même s'il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est tout simple, ça déroule. J'étais obligé de le mettre. J'en avais parlé dans la première vidéo de Lenny Martinez. J'avais dit que ça serait l'homme fort, un des hommes forts, mais je pensais pas qu'il allait faire ça. Non, mais c'est juste Bien vu, Nico. exceptionnel. Il a 20 ans. Tu as dit que c'était. Alors, c'est le plus jeune leader d'un grand tour depuis 1904. Il y a juste Henri Cornet sur le tour qui était plus jeune que lui. Mais je me suis plongé dans les stats. Donc, c'est le plus jeune leader sur la Vuelta. Et savez-vous qui l'a détrôné? Il a détrôné Miguel Indurain, qui avait 20 ans en 85 et qui avait porté le maillot rouge. Donc, quand même, ça place son homme. Non, mais tout simplement, bravo. Félicitations pour Lenny Martinez. 20 ans, maillot rouge. On en reparlera après. Moi, je le vois bien figuré sur cette Vuelta. C'est juste exceptionnel. 20 ans, Pierrot, nous on était où à 20 ans? On faisait des yellow à la boucherie à Lille. et t'en as un autre qui. Restons focus, messieurs. T'en as un autre qui est maillot rouge. J'ai rien à dire. Je pensais pas je pensais qu'on allait le voir peut-être victorieux d'une étape, mais faire ce qu'il a fait, tenir la roue quand même au plus grand, au final, enfin, je veux dire, au meilleur grimpeur, il se fait juste à la fin lâcher par Kuss. Deuxième derrière. Ouais. Voilà. Mais pour moi, Kuss qui est parmi un des 5 meilleurs grimpeurs. Enfin, c'est juste exceptionnel ce qu'il fait. Il prend le maillot rouge, voilà, à 20 ans. 5 meilleurs grimpeurs, ouais. Sur cette Vuelta, je pense. D'accord. Mais chapeau, enfin, il n'y a rien à dire, c'est juste exceptionnel à 20 ans. Bravo Lenny Martinez. Ça doit pas être facile quand même d'endosser ça. Pierre Marchand, tu l'as pas mis, mais j'imagine que tu partages. Oui, globalement je partage. Après c'est vrai que j'ai plus raisonné par équipe, mais effectivement sur ce qu'il a montré sur cette première semaine, c'est très très bien. C'est même exceptionnel. Ok, alors on continue, on va passer aux encouragements, messieurs. Les encouragements, ça roule, on va dire, pour ces équipes ou ces coureurs. Alors, on voit que Nicolas a donné ses encouragements à la Bora, il va nous expliquer pourquoi. Pierre Marchand, encore une fois, nous a fait un petit coup normand. Il m'a dit les jeunes coureurs en général. Donc j'ai noté les jeunes coureurs. Je ne savais pas, est-ce que je devais faire une photo montage de tous les coureurs jeunes de cette Vuelta. Et il m'a ajouté, parmi les jeunes coureurs, il m'a aussi mis Remco Evenepoel. Donc il va devoir s'expliquer. Je pense qu'on va commencer par lui parce qu'il faut qu'il nous explique beaucoup de choses quand même. Allez, Pierre Marchand. Ok, donc par rapport au premier point sur les jeunes, et ça s'inscrit dans le prolongement de ce que disait Nico sur Lenny Martinez, on a quand même de nombreux coureurs de moins de 23 ou 24 ans au départ de cette Vuelta, et force est de constater qu'ils répondent présents. Lenny Martinez, on en a parlé. Hutch Brooks, peut-être que Nico va en parler avec la Bora. Alors je le prononce très mal, désolé pour mes amis flamands. Il reste dans le match pour un top 10. Romain Grégoire, on l'a vu sur la deuxième étape, il a montré le bout de son nez. Et puis après, il y a des mecs qui s'appellent Evenepoel et Ayuso. Ayuso, il a 20 ans aussi. Ça me dit rien. Pour l'instant, il court en patron. Donc, au-delà peut-être de cette prise de position un peu trop généraliste à ton goût, trop normande, en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement, est-ce que la maturité physique des coureurs aujourd'hui dans un avenir, c'est pas à partir dans une fourchette, on va dire, entre 20 et 23 ans, plutôt qu'à 27-28 ans, comme c'était encore le cas il y a une dizaine d'années. Ça peut s'expliquer par différentes raisons. L'entraînement avec le capteur puissance, la nutrition, peut-être aussi la finesse des entraînements, le volume et la charge qu'on donne dès les années cadets. Mais c'est quand même impressionnant ce qu'on pensait plutôt, en tout cas moi ce que je pensais plutôt être exceptionnel il y a encore 2-3 ans, avec le cas Pogacar ou le cas Bernal. Je suis en train de me dire qu'en fait c'est une lame de fond et que désormais ça implique deux choses, c'est que la catégorie espoir, maillot blanc, est-ce qu'elle a encore vraiment du sens, en tout cas jusqu'à 24 ou 25 ans. Première remarque. Et deuxième, c'est, et là, on aura la réponse dans quelques années, c'est est-ce que ces coureurs-là ont encore une marge de progression devant eux. Voilà, donc pour moi, pour ces deux raisons, je trouve que c'est super intéressant ce à quoi on assiste aujourd'hui sur la Vuelta et puis de façon générale dans le monde du vélo. Ok, on est plus sur un coup de cœur pour les jeunes coureurs que des encouragements, mais c'est beau. Ah, j'avais pas la catégorie coup de cœur, donc il fallait bien que je la casse quelque part. Ok, Remco, faut que tu nous expliques un peu encouragement. Je t'ai dit qu'il était devant Jumbo.
Ouais, je vais être un brin provocateur, hein, mais bah déjà, Vas-y. moi, je suis désolé, je fais beaucoup de parenthèses. En tout cas, je réponds peut-être pas directement aux questions. Moi, je le trouve fascinant, Remco. Je suis pas un Remco fanboy, mais c'est un coureur qui peut être super fort, très impressionnant, et puis parfois qui a des coups de moins bien. On l'a encore vu, enfin quand il règle le sprint, la première arrivée au sommet, impérial, un jump impressionnant. Et puis sur l'étape de montagne du lendemain, bah, plutôt dans le dur, mais il lâche tôt, mais au final, après, il limite la casse. Donc parfois difficile à décrypter, c'est là où je veux en venir en tant que coureur. Et puis la personnalité, il est jeune Remco, mais voilà, il a un côté, je dirais, qui se démarque de Il a façon beaucoup de assez personnalité. beaucoup de personnalité, il est franc, il est direct, j'aime bien. Il est sanguin, j'aime moins. Mais en tout cas, ça passe pas inconnu. Et je trouve en fait ça donne comment dire, de la romance aux courses de vélo. Enfin même sa célébration ou après malheureusement c'est les barrières qui l'arrêtent. Enfin voilà, je trouve que je vais pas dire que ça arrive qu'à lui, mais je trouve que ça fait aussi partie du charme du personnage. Parenthèse fermée. Encouragement, pourquoi ben moi je vais à rebours de ce que tu disais précédemment. Oui, Remco a été très fort sur cette première semaine. Son équipe surprise lui a permis de prendre de l'avance sur ses principaux concurrents. Mais aujourd'hui, pour moi, il a un ballottage plutôt défavorable. Pourquoi bah déjà parce qu'il n'a pas montré de supériorité manifeste, voire même on peut considérer que dans certains cas, Roglic peut paraître un ton au-dessus, même si là je suis plus dans l'interprétation subtile. Première raison. Deuxième des trois raisons, c'est que bah, il a encore beaucoup d'adversaires. On a encore 7 mecs qui peuvent gagner, enfin qui peuvent prétendre à la gagne. C'est encore très serré. Donc clairement, il n'a pas fait le tri. Alors oui, il est premier d'un point de vue du temps, mais comme tu l'as dit, il y a 30 secondes d'écart avec le dixième, quoi. Donc Donc voilà, il a c'est quand même, je te rappelle qu'il a gagné quand même une étape, il a porté le maillot rouge 2 ou 3 étapes. Pour toi, tu aurais voulu, pour lui donner l'excitation, qu'il ait plus d'avance, si je comprends bien, au classement général. oui, oui, c'est ça, parce que l'objectif c'est d'avoir le maillot rouge à l'arrivée dans 2 semaines. L'avoir en première semaine c'est bien, mais le plus important c'est de l'avoir à la fin. Et aujourd'hui, il n'a pas forcément pris d'avance. Et surtout, le problème, et ça, Remco, il n'y est pas, enfin, il est pas pour grand-chose, c'est la concurrence. C'est aujourd'hui, et on y a fait déjà allusion tout à l'heure, la Jumbo avec 2 têtes d'affiche, bah, le risque, c'est qu'il soit esselé sur certaines étapes. Et ça, Ça, ça je peut être pense qu'on en reparlera un dramatique. peu pendant le débat, mais ok, Ok, voilà. on a compris ton point de vue. Écoute, au moins tu as réussi à nous citer un coureur plutôt qu'une l'intégralité du corps médical qui englobe les coureurs et les cuisiniers. Mais en tout cas, voilà, c'est compris. Nico, maintenant la Bora, avec la victoire de Kamna hier. Et oui, bah, ça roule pour la Bora. C'est pour ça que j'ai donné les encouragements pour la Bora. Bah, ça roule pour deux raisons. Donc, victoire de Kemna hier, tu l'as dit. C'est 106e coureur à gagner sur les 3 grands tours. C'est quand même pas rien. Ah, il est Moi, précis, Nico. je vous donne des petites anecdotes. Non, mais j'aime bien, moi, Kemna, ce coureur. C'est vraiment un beau coureur, je trouve. Et c'est un coureur, c'est assez drôle. Maintenant, tu peux vraiment l'identifier sur des étapes, dans les pronos, sur des étapes de montagne. Tu peux te dire, ah tiens, celle-là va être pour Kemna. Et il a vraiment fait, je trouve, de ces étapes de montagne où les échappés peuvent gagner, bah, sa bataille. Et bah, C'est chaque fois, le fils caché de Bokeh-Mollema. ouais, mais il est très très bon, Kemna. Franchement, il grimpe bien. Et dès qu'il est dans une échappée qui va se jouer la gagne pour la montagne, bah, c'est quand même difficile de l'arrêter. J'avais un peu de peine pour lui. On se souvient quand même de l'étape de la planche et où il s'était fait reprendre Nico, par. Ouais. là tu nous as donné les encouragements pour la Bora ou pour Kamna là? Non, j'y viens, j'y viens. Donc, fini pour Kemna. Fini juste, voilà. Il m'avait fait. C'était dur de le voir à la planche se faire attraper par Vingegaard et Pogacar. Donc là, j'étais très content qu'il gagne de cette façon. Et puis il avait été aussi rattrapé sur l'étape 6, si je ne dis pas de bêtises. Il était aussi en échappé. Enfin bref, voilà. Et surtout, donc voilà, encouragement pour la Bora, parce qu'on a Vlasov et, même chose que Pirot, je ne sais pas si je prononce bien, désolé, Kian, Witch t'as de qu'à l'appeler. Brooks, T'as qu'à l'appeler Kian. Cannes, qui nous font bonne impression, même très très bonne impression, ces deux coureurs-là. J'ai regardé quand même sur l'étape 6, Witch de Brooks, il termine 5e des favoris. Donc très bien. Vlasov, il termine 8e. Et l'étape 3 aussi, qui était quand même En Andorre. en Andorre, tout à fait. La première étape où il allait se passer des choses. Ben, il fait 8 et Vlasov 10. Donc on a 2 garçons qui, je pense, seront dans le top 10, même vont faire peut-être un top 10 plus.
Donc pour Vlasov, évidemment, Top on 10 plus plus. un top 10 plus plus. Après le top 11, le top 10 plus plus. Non, mais top Ok. 10 plus plus dans le sens, ils vont être, je pense, ils peuvent être 6-7, tu vois, Ouais, non, mais j'avais compris. dans ce C'est bon. sens-là. J'aime la Et formule. bon, Will Brooks, il confirme vraiment tout ce potentiel et ça, Alors, déjà depuis 2022, depuis qu'on le je- suit, depuis son petit, année même. Ouais. petit commentaire, pour moi, les encouragements pour Labora, c'est quand même plus pour Kamna et De Bruyne, parce que Vlasov top 10, pour moi, c'est ce qu'il doit faire. Hein. Oui, mais encouragement dans le sens, là, ils sont bien positionnés. Donc, pour moi, ça roule pour eux et ça pourra peut-être encore mieux rouler après la deuxième ou après D'accord. la Ok, troisième semaine. Ils sont bien placés. Je trouve, ils courent très, très bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis les encouragements. ok, ça marche. C'est vrai qu'ils sont pas très loin en termes de temps, même si je crois qu'ils sont 12 ou 13e en termes de place, mais ils sont pas très loin. Messieurs, on va passer au gros du sujet, messieurs. Les avertissements, ça a frôlé le conseil de discipline ou c'est parti en conseil de discipline, vous allez me le dire. Alors là, vous avez été unanime. L'organisation, je comprends pas, moi j'ai trouvé ça nickel. Et la réalisation TV pour Nico qui a précisé. Et on a aussi une équipe pour Pierrot qui a mis Ineos. Alors cette fois-ci, c'est Nico C'est Nico qui s'y colle pour commencer ou Pierrot qui veut partir? Allez, je prends la main. Allez, prends la main. Allez, je prends la main. Je vais Il d'abord parler de va falloir que tu nous convainques parce que moi, je comprends pas ce que tu veux me dire. Tu as trouvé ça exceptionnel. D'abord, non, la réalisation TV. Alors, je sais pas si ça vous a choqué ou si on en a parlé, mais moi, je la trouve vraiment, vraiment moyenne, médiocre. Et pour ça, j'ai deux exemples. Alors, le premier, c'est l'étape 6, l'étape que Kuss gagne. Enfin, pour moi, c'était incroyable cette étape. Donc, on voit Kuss qui gagne, on voit Lenny Martinez et Romain Bardet qui arrivent derrière. Après, on a quand même une flopée de coureurs avant les favoris qui arrivent. On a une petite vingtaine. On les a pas du tout montrés. Quand même, pour eux, c'est quand même un peu dur. On les a pas montrés. Et j'ai trouvé la réalisation dans cette dernière ascension sur les favoris, sur ce qui se passait, j'ai trouvé ça nul. On voyait juste Roglic, Vingegaard. Ayuso, à un moment donné, les sorties de nulle part, on l'a même plus vu. Moi, je me disais, mais il est où Ayuso? Et en fait, il termine juste derrière eux. On ne sait pas d'où il vient. Et en fait, voilà, on n'a pas du tout compris ce qui s'est passé entre les favoris sur cette dernière montée. J'ai trouvé cette réalisation très mauvaise. Donc ça, c'était sur l'étape 6. À d'autres moments, je trouve que sur des arrivées, on les voit de haut, on les filme pendant très très longtemps de haut. On ne voit pas qui est placé où. C'est très compliqué de suivre. Et voilà, je trouve que c'est pas bien réalisé pour le spectateur. C'est pas des choses, je dirais, agréables à voir. On aimerait voir des choses encore plus agréables. Et un dernier point, alors je ne sais pas si ça dépend de la réalisation, mais on a des prises d'antenne très très tardives. Alors je ne sais pas à qui c'est dû, enfin est-ce que ça dépend de la réalisation ou pas, mais on l'a bien vu sur l'étape 9, on avait une prise de réalisation ultra tardive, on n'a pas pu voir les bordures, Les on n'a pas pu bordures, ouais. voir où ça commençait. Et il y a même une autre étape, alors je ne l'ai plus en tête, où là c'est la même chose. En fait, le direct a commencé qu'à 15h30, 15h45. Il y avait déjà 2 tiers de l'étape Allez, qui étaient passés. on va passer la parole à Pierrot. Je pense qu'il va abonder dans ton sens et il va nous donner d'autres arguments. Ouais, sur la réa, globalement, je partage. Peut-être ça m'a un peu moins choqué que toi, mais oui, c'est pas exceptionnel. Après, par contre, il faut bien distinguer la réalisation de la diffusion. Et je pense que le choix de ne pas diffuser en intégralité, ça dépend du diffuseur. Et ça, c'est Ouais. une question de dineros. Ouais, c'est vrai. Tout à fait. Alors, Et voilà, l'organisation, on a un petit peu de temps, on va laisser ça à Pierrot, l'orga, et puis il va nous expliquer aussi Ineos. Avertissement, ou peut-être même conseil de discipline. En tout cas, pour eux, ça s'écroule, messieurs. Factuellement, il y a eu des loupés, que ce soit sur le chrono, de la première étape, la deuxième étape, l'étape de hier. Je pense que des conditions de course comme ça, c'est pas acceptable, surtout à ce niveau. Et ça tend surtout, la conséquence, un peu à décrédibiliser la Volta et puis voire même la discipline, quoi. Donc ça, c'est le factuel. Après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me suis un peu renseigné rapidement sur Si je peux prendre les l'organisateur. manettes de la Vuelta. Moi, je vous donne des conseils, les gars. Est-ce que je peux faire une OPA discretos? Non, mais je me suis renseigné parce que je n'étais pas allé bien plus loin que le fait que Amaury détenait l'organisateur de la Vuelta. Donc, en l'occurrence, c'est une publique qui, effectivement, est détenue en partie par ASO, qui elle-même est détenue par le groupe Amaury, qui détient aussi le journal L'équipe. Moi, c'est aussi une question ouverte, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on limite ce genre de choses.
Et j'en vois au moins 2. La première, j'ai l'impression que c'est un peu la veille qu'on se réveille généralement. Alors à qui la faute? Ça, c'est autant au commissaire UCI qu'aux coureurs qu'à l'organisation. On se réveille un peu la veille et on se dit, est-ce que l'étape qu'on envisageait, elle est pertinente tant d'un point de vue sportif que pour la sécurité des coureurs? Et je pense que dans certains cas, ça pourrait être fait avant et ça éviterait ce genre de désagréments qui sont pénibles pour être spectateur, mais surtout, je pense, pour les coureurs. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais sur un vélo, on vous dit dans l'oreillette que finalement l'arrivée n'a pas lieu à l'arrivée, que ça va avoir lieu à 2 kilomètres je sais pas combien, et puis après on vous dit non, mais en fait, non, ce sera pas à 2 kilomètres je sais pas combien. Enfin, faut se mettre à leur place. Les mecs, généralement, ils sont rupteurs à ce moment-là de la course. Ils ont autre chose à faire qu'à réfléchir. Oui, mais attends, 2 kilomètres, à quoi ça correspond pour aller arriver? Enfin, je trouve ça assez terrible, quoi. Voilà pour Ineos. mon coup de gueule, avertissement, comportement. Ineos, puisqu'on est en retard, pour le général, ils sont plus dans les clous. Après, bon, voilà, la chute, ça fait partie de la malchance dans le vélo. On peut pas leur en vouloir. Mais moi, ce qui m'agace, et pourtant j'avais cru déceler un changement il y a 2-3 ans, c'est qu'ils courent comme si ils avaient le coureur pour gagner le général. Et donc de ce fait-là, ils roulent sur les échappées, ils courent en patron. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les coureurs pour. Donc ça a pour conséquence deux choses. La première, c'est que ils ramènent tout le monde, ils ramènent le peloton, mais au final, il ne se passe rien. Enfin, les coureurs concernés n'arrivent même pas à faire top 5. Et puis, mettez-vous à la place des autres équipes, celles qui visent plus les échappées. Avoir une équipe qui roule derrière, dont tu sais pertinemment qu'ils vont jamais gagner, ça peut être un petit peu énervant. C'était un peu le rôle qu'avait la Movistar à une époque. La Movistar et Ineos ont roulé tous les deux quand Kuss et Martinez étaient dans l'échappée. Hein, donc en tout cas, ils ont limité la casse parce qu'ils étaient partis pour 7 minutes. Ouais. Il y en avait que 3 à peu près au final. Mais effectivement, on a retrouvé nos Movistar Ineos. Fusion de bonnes idées en train de rouler juste derrière. Ouais, voilà. Ouais, effectivement. Et puis on va pas plus épiloguer là-dessus. Je pense qu'on a notre débat principal qui nous attend, messieurs, et on s'y dirige tout droit. Le débat de cette émission, c'est de savoir si la Vuelta peut-elle échapper à la Jumbo. Alors, je vous ai mis le classement général, je ne vais pas vous le répéter. On sait que les favoris se tiennent en 30 secondes entre 4e Evenepoel et Almeida, en 33 secondes exactement. Messieurs, sur cette Vuelta 2023, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre qu'un Jumbo remporter cette Vuelta? Et sinon, qu'est-ce que les autres doivent faire pour essayer de contrecarrer les plans de la Jumbo? Qui s'y colle? Nico? Allez, je commence. Non. Je vais répondre non. Je vois pas d'autres coureurs hors Jumbo capables de gagner cette Vuelta. Et donc je te coupe. Je vous rappelle que vous m'aviez dit dans l'émission précédente tous les deux Roglic vainqueur. Donc j'imagine que vous allez être cohérent avec votre précédent pronostic. Bah ouais, parce que j'essaye de me projeter un petit peu sur ce qui va se passer sur cette semaine. On a 6-7 coureurs là qui se tiennent en quelques secondes. On a pu voir sur l'étape 6 ou 3 un petit peu les forces en présence et qui faisait une meilleure impression, on va dire. Pour moi, évidemment, Roglic me fait une très très belle impression donc, dans les coureurs. Par rapport aussi, à la victoire en sprint sur la dernière étape et aussi sur la victoire de Kamna où on voit qu'il attaque à la fin. Exactement. Ayuso aussi me fait une très belle impression. Vingegaard, ça va être un petit peu le point d'interrogation. Je ne sais pas trop comment il va aborder ses 2e et 3e semaines après le Tour, mais pour l'instant, il a l'air bien. Et Remco, comme l'a dit Pierrot, Remco, c'est Remco. Des fois, il tient, il fait des super trucs et des fois, il va craquer un peu. Bref, tout ça pour dire que sur cette 2e semaine, là, je vois Remco reprendre un peu de temps contre la montre demain. Je pense que Remco, sur Roglic et sur Vingegaard, là, je le vois un petit peu. S'il n'en reprend pas, c'est terrible pour lui. Hein. C'est terrible pour lui s'il n'en reprend pas. Donc, je le vois, je pense qu'il va reprendre du temps. Et ensuite, moi, c'est ce que j'avais dit dans la première émission. Et je dirais que ce qui se passe sur cette première semaine ne fait que confirmer ça. C'est que je pense que la Jumbo va faire un all-in sur l'étape 13 ou 14, ou les deux. Et je pense qu'ils ont tout misé là-dessus. Là, je disais, Roglic, en interview, disait qu'il était très content de cette un Granon numéro 2 pour toi? Exactement. Intéressant.
Roglic, dans une interview, disait qu'en fait, voilà, il était très content de cette première semaine, qu'il se sentait très bien, mais on sentait que ce qu'il voulait dire, c'est voilà, il est très content qu'il n'y ait pas eu de bobo, pas eu de casse. Avec, Dieu sait pour lui que des fois, c'était plus compliqué par le passé, avec toute la pluie et les intempéries. Donc, je pense que c'est très bien qu'évidemment pour eux qu'il ne soit rien arrivé. En termes de timing, je veux dire de temps, ils sont très bien, ils sont dans le match, et je pense qu'ils vont faire un all-in avec 3 coureurs, donc Kuss, Roglic et Vingegaard, sur ces étapes 13 et 14. Et je vois qu'un coureur, moi, capable de résister et capable de tenir, c'est Ayuso. C'est Ayuso, mais maintenant, voilà, ils sont 3. Et je le redis, je pense que Kuss est dans les 5 meilleurs grimpeurs. Et je ne vois pas comment, en courant, parce que stratégiquement, je trouve que c'est juste parfait ce qu'ils font. Et je ne vois pas comment on pourrait les empêcher de faire ce qu'ils ont envie de faire et de le faire bien. Donc voilà, donc je vois un gros all-in étape 13 ou 14. Alors, quand tu dis all-in, ça veut dire Ouais, quoi? Ça veut dire que le premier call, qu'est-ce qu'ils ouais, font? Ils lancent Vingegaard, ils accélèrent en ouais. équipe. Qu'est-ce que tu vois? Bah, il faudra voir si Kuss aura encore le maillot rouge d'ici le chrono. Il faudra voir combien Kuss va perdre sur Evenepoel. Je pense qu'il peut quand même encore gagner le maillot rouge. Mais ils ont plein de cartes à jouer. Et je pense qu'ils vont se servir. Enfin, je pense à l'étape 13 avec 3 cols vraiment dingues. Je pense ils vont pas attendre le 3e col pour tout casser. Ils vont vouloir lancer les hostilités dès le premier, exactement un peu comme sur l'étape du Granon ou sur ce qu'on a pu voir sur le Tour de France, c'est-à-dire rouler très fort, imprimer un tempo très fort pour fatiguer notamment Remco, mais aussi les autres. Et peut-être effectivement mettre un des 3 devant, donc pas Roglic. Vingegaard, j'en sais rien, mais parce que si tu as un Vingegaard qui part devant, tout le monde suit derrière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ils ont 3 cartes là dans leurs mains. Et ce qui change par rapport en fait à la première semaine où on a fait la première mission, c'est qu'on disait c'est une hydra de tête, t'as Roglic, t'as Vingegaard. Maintenant, tu as quand même un 3e gars qui est là, qui est Kuss, qui a quand même une certaine avance sur les autres favoris, qui va être là et qui va vraiment aussi embêter tout le monde. Pierrot, Kuss, le vois jouer un rôle. Alors, il y a plusieurs questions, hein. Il y a d'abord, est-ce que toi aussi tu penses que l'étape 13 sera déterminante dans la stratégie Jumbo? Est-ce que tu penses que ça peut échapper à Jumbo? Et est-ce que tu penses que Kuss a un rôle si important que ça pour le. Est-ce que tu vois trois favoris ou deux? 3 questions. Beaucoup de questions. Eh oui. De façon générale, je partage l'avis de Nicolas, à savoir que je vois un Jumbo gagner. Après, je vais peut-être me concentrer là où j'ai peut-être quelques nuances à apporter. Donc la question sur l'étape du Tourmalet. Tourmalet. De façon provocatrice, je dirais que attention, le vélo c'est pas Pro Cycling Manager, et bon, c'est pas parce que tu as envie de frapper un grand coup sur une étape que ça va forcément marcher. Il faut que tout le monde soit en jambes, faut réussir à créer des différences. Donc je raisonnerai plus sur 2 étapes, sur la continuité de 2 étapes, et je l'avais évoqué lors de la première émission, c'est l'étape 13 et 14 et l'étape 17 et 18. Et à la limite, je pense que les étapes 14 et 18, donc au lendemain du Tourmalet, au lendemain du Languedoc, se prêtent davantage à des grandes manœuvres pour déstabiliser les autres coureurs, dans la mesure où tu as davantage de faux plats et de vallées. Et c'est là où l'avantage numérique peut vraiment peser. Parce que sur l'étape du Tourmalet, en gros, Evenepoel, sur Spandel à 8%, qu'il soit tout seul ou avec des mecs, il va monter à peu près 20 km/h, l'aspiration n'est pas énorme. Donc le fait qu'il soit isolé, c'est pas tant un désavantage que ça, de mon point de vue. En revanche, sur une étape où il y a de la vallée, où il y a des faux plats, et si devant, tu as Vingegaard ou Roglic, et que lui derrière, il est obligé de prendre du vent avec Vingegaard ou Roglic dans la roue, là, c'est un vrai désavantage. Donc voilà, moi je pencherais plus sur des grandes manœuvres, sur des étapes où il faut prendre du vent, et le fait d'être en supériorité numérique, ça peut être un gros avantage pour Jumbo. Et ils peuvent pas nous refaire un coup. Bon, ils n'ont pas Van Aert, hein, ils n'ont pas le magicien Van Aert, mais ils peuvent lancer quelqu'un dans l'échappée qui récupère. Voilà, Roglic arrive à prendre une 10-15 secondes en haut d'un col. Spandel, par exemple, il le récupère dans la descente et il l'amène jusqu'au pied du Tourmalet. Ça, tu penses que c'est le genre de scénario qui peut se dessiner ou pas?
C'est possible, mais t'as pas énormément de vallées, hein, mais comme Van Baarle, tout à fait, peut s'y prêter, mais tu pas énormément de vallées, donc c'est pas, je dis pas qu'il y aura pas de grandes manœuvres et je dis pas qu'il faut pas tenter, hein, mais je me dis qu'on fait un peu une fixette sur, ces 2 étapes de par la symbolique, hein, de l'Angliru et du Tourmalet, mais les 2 étapes d'après, il y a plus de dénivelé positif Mmh. et je pense qu'il y a matière à avoir vraiment des grandes manœuvres où tu isoles, Remco, ou un UAE. Alors, messieurs, je vais remettre une pièce. Ok, on a compris un petit peu comment Jumbo peut procéder sur ces enchaînements d'étapes. Et UAE là-dedans, on n'en parle pas trop. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, UAE? Alors moi, c'était mon deuxième point, je me permets d'embrayer, je te laisserai Embraye. répondre Nico. C'est que pour moi, la plus grande menace pour Jumbo, parce que tu demandais comment les autres équipes peuvent courir. Alors c'est UAE, mais pas que, en fait, c'est une alliance de circonstances entre Remco et UAE, parce que le risque à vouloir montrer qu'on est trop fort, ce qui est un peu parfois le défaut de Jumbo, c'est qu'on se crée des ennemis et je me dis... pourquoi UAE ne pourrait pas chercher à faire une alliance avec Remco ou avec Mas. Et dans ce cas-là, de par on va dire les intérêts convergents, la supériorité numérique de Jumbo serait en partie atténuée. Donc pour moi, le seul scénario qui peut leur être favorable, c'est de réussir à s'extirper, mais ça me semble quand même compliqué, avec un UAE et un Movistar ou un Soudal, enfin avec Mas ou Remco. Alors, moi, j'ai également l'impression, vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'on a quand même des certitudes, mais pas énormément de certitudes, dans le sens où on a quand même beaucoup d'étapes avec des cols qui arrivent en fin d'étape, très, très courts et, enfin, pas tous, hein, mais quand même courts et pentus. Mais là, on va être quand même sur des étapes quand même sacrément différentes en termes de dénivelé, enfin ouais, longueur de col. Voilà, quelqu'un qui. On peut avoir quand même des surprises, quoi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas bien encore à mettre une hiérarchie. On dit un coup Evenepoel parce qu'il fait un meilleur sprint, un coup Roglic parce qu'il fait un meilleur sprint. Ayuso suit, il a l'air bien. Bon, quand il s'agira de mettre 40 minutes à bloc dans un col, on sera quand même dans un effort un petit peu différent de ce qu'on est en train de voir depuis le début de la Vuelta. Et on peut avoir des mecs qui répondent ou qui répondent plus du tout. Et je me permets juste de noter, 40 minutes dans un col, ça n'a rien à voir avec 15 minutes d'effort à bloc. Et c'est pas 40 minutes, c'est 3 fois 40 minutes potentiellement. Donc aujourd'hui, c'est Exactement. plus du tout le même type d'effort. Non, mais tu as raison. C'est pour ça que cette première semaine, elle permet pas tellement de tirer de conclusions. C'est assez difficile. Hein. Pour moi, par exemple, Vingegaard, c'est un point d'interrogation. Je sais pas. J'ai du mal à me dire est-ce qu'il va pas exploser est-ce qu'il va pas exploser sur cette deuxième semaine de la fatigue du Tour, ou est-ce que en fait il va juste confirmer et nous faire du grand Vingegaard de juillet. J'aurais plutôt tendance à trouver un entre-deux, c'est-à-dire que c'est pour ça que je l'ai mis troisième de mes pronostics, c'est que je pense qu'il va plutôt être un petit peu moins bien, mais pouvoir quand même aider Roglic, et Roglic va pouvoir compter sur lui. Mais tu as raison, tu as des points d'interrogation. Mas, on l'a vu pour l'instant, il tient bien, on n'en parle pas, mais Mas, il est là. Il est là, il fait sa course, il est très bien, il suit tout le monde. Et Mas, c'est quand même quelqu'un qui connaît la Le problème de Volta. Mas, c'est qu'il va prendre, demain, il va se prendre Ouais, sa Mas, minute oui. 30 de minutes sur le chrono, quoi. Et c'est Ouais. d'ailleurs, c'est l'un des seuls, je pense, Ouais. qui va prendre autant. Parce que tous les autres sont quand même Ouais, t'as raison. excellents ou bons en chrono, quoi. Hein. T'as raison. Mais en fait, pour revenir à ta question, moi j'ai l'impression, alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que ce Jumbo-là, enfin cette équipe Jumbo, j'ai jamais vu bon, ça fait que 9 jours, 9 étapes, mais une domination collective, je trouve, aussi forte. Et il n'y a pas Van Aert. Et je trouve que justement, en fait, sans Van Aert, parce qu'ils ont uniquement un focus classement général, ils sont très bien, ils se comportent très bien. Ils ont des fourmis dans les jambes, quand même, tu le vois avec cette étape 9 d'hier où ils ont quand même essayé de bordurer dès le début. Donc, en fait, moi, j'ai du mal à voir qu'ils n'aient pas des choses derrière la tête. Et j'ai du mal à croire que enfin entre guillemets, ça va se faire à la pédale et on verra qui résiste, qui tient le mieux à la pédale. Ils ont vu que Remco, il aime monter au train, il aime pas trop les attaques. Ils vont forcément en profiter, je pense, sur l'étape 13 ou 14 dès le début. Et je pense qu'ils vont essayer de secouer pour parler de Remco. Almeida, c'est pareil, c'est quand même quelqu'un qui aime monter au train. Donc ils savent qu'en secouant quand même, ils savent très bien le faire, ils vont mettre en difficulté, ou du moins ils vont aller chercher dans leur retranchement des coureurs comme Remco ou comme Almeida. Moi, je vois bien un Ayuso résister, mais je pense que justement, par leur supériorité collective, je ne les imagine pas ne rien tenter, ne pas mettre en œuvre une stratégie qui, je pense, est préparée depuis Ok. bien longtemps.
Ok, ouais, on a compris. Le granon numéro 2 nous attend cette semaine et il faudra poser son jour de congé au télétravail. On va demander à Pierrot de conclure sur ce débat et ensuite on va passer tout de suite au 53-11. Ouais, deux choses. Pour récapituler, moi je pense qu'on n'a pas une hiérarchie entre les 7 meilleurs, mais on sait qui sont les 7 meilleurs. Donc on a Mm. déjà une hiérarchie sur qui c'est qui va gagner et qui c'est qui peut pas gagner. Première chose. Et deuxième chose, pour l'anecdote, parce que je sais que Nico adore les anecdotes, moi ce qui m'a marqué, c'est l'arrivée du chrono de la première étape de la Jumbo. Les mecs étaient censés gagner, c'était favoris. Ils prennent 30 secondes dans les carreaux et ils arrivent avec le sourire. Et là, je me suis dit, Mm. les types sont vraiment très, très, Ouais. très confiants. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais ça dénote quand même d'une confiance Ouais. et d'une sérénité qui peut faire croire qu'ils pensent qu'ils vont écraser tout le monde dans les 2 dernières semaines de cette Vuelta. Ok, messieurs. Donc, toujours, on va conclure. Toujours Roglic pour vous. Supérieur à Vingegaard et c'est toujours Roglic pour vous qui est susceptible de ramener la Roja chez lui. Ramener la coupe à la maison. Ouais. Oui. Ok, très bien. Bon, écoutez, on va en clôturer ce débat. Je pense qu'on va en savoir beaucoup plus, effectivement, déjà dès demain sur le chrono, étape 13, étape 14. On va s'attaquer à un autre débat, mais d'une façon un peu différente. On va s'attaquer au 53-11, messieurs. Et non, ce n'est pas un braquet, messieurs. Ce n'est pas le braquet que vous mettez dans le plat avant d'eau en Et chasse-patate et un corps. C'est le nombre de secondes que vous allez avoir pour débattre. Le sujet du jour, c'est Lenny Martinez finira-t-il dans le top 10 de la Vuelta? On sait que pour l'instant, il a le maillot blanc du meilleur jeune. 3e au classement général. Vous n'êtes pas d'accord. Nico pense que oui. Pierrot pense que non. Tout juste, il n'y sera pas, mais en tout cas, il va nous laisser nous expliquer ça un peu plus en détail. Je ne sais pas encore qui aura 53 secondes et qui aura 11 secondes. Pour savoir cela, je vais vous poser une question quiz. Le premier qui y répond pourra décider s'il a 53 ou 11 secondes pour débattre. Allez, balance. Messieurs, Miguel Indurain, ça vous dit quelque chose? Oui. Combien de Vuelta il a remporté, Miguel Indurain? 3. 4. Oh mon Dieu. Aucune. Aucune. Les trompettes. Ok, les trompettes. Aucune. C'est vrai, aucune. Aucune. 5 Tours de France, 2 de Giro, doublé 92-93. Ok, messieurs, on coupera ça au montage. Ouais, je suis sûr de mes stats. Ouais. Ok, on va se concentrer sur la Vuelta 2023. Vous êtes peut-être un peu plus chaud. Ouais, t'inquiète. Vuelta 2023, messieurs. Ouais. Quel est le premier coureur au classement général de nationalité britannique? Oh, messieurs, s'il vous plaît. C'est Geraint Thomas. Pierre Marchand. T'as le droit de continuer, Nico. De nationalité britannique. Vous suivez pas la Vuelta, finalement. Attends, au général, là au général. Oui, en ce moment, Vuelta 2023. Britannique. Je vais couper tout au montage. Tout ça, on va couper. Non, j'aurais dit Thomas aussi, en fait. Donc, après, attends. Max Cool, il fait partie de... Attention, j'espère que ça va aller vite. L'équipe IF. Ah, Hugh Carty. Oui. Alléluia. Ouais, mais tu sais, moi, au-delà de la 10e place, je regarde plus. Hein. Ouais, ok, bah ça on a vu. Bon, en tout cas, on a l'équipe B des experts là aujourd'hui. Nicolas, donc tu vas partir avec. Américain, moi. Ouais. Et Mikael Indurain, il est quelle nationalité? Il est danois. Il est basque. Aïe. Oh, Nico, t'es prêt pour nous convaincre? Tu auras 53 secondes. Oui, allez. 53 secondes. T'es prêt, Nico? Allez, Nico, c'est parti. Lenny Martinez finira-t-il dans le top 10? C'est parti pour Nico. Oui, Lenny Martinez finira dans le top 10. Il finira 10e parce que je vois 9 coureurs supérieurs à lui. Je vais vous les citer. On va retrouver les 3 Jumbo. On va retrouver les 2 Bora. On va retrouver les 2 UAE. Je suis à 7. Mas, Evenepoel, 8. Enfin, Mas, Evenepoel. Donc, on est à 9 coureurs. Je vois Lenny Martinez, pour moi, va être derrière ces coureurs-là, mais va être à la 10e place. Ces coureurs sont meilleurs que lui, mais je pense qu'il n'y a pas au-delà de ces coureurs, je vois personne devant Lenny Martinez. Ce qui me fait dire aussi qu'il va bien finir, c'est qu'il y a une 2e et 3e semaine qui lui correspondent bien au niveau des cols, au niveau des montées. On sait qu'il a gagné le Mont Ventoux dénivelé challenge, donc il aime ses montées, donc je le vois bien figurer en 2e et 3e semaine avec un parcours qui lui convient bien. Top, il te restera 5 secondes si tu veux conclure. En tout cas, on a 11 secondes pour Pierre Marchand, c'est le 53-11. Pierrot, tu as 11 secondes, va falloir être rapide, va falloir être bon. Je sais que tes arguments sont affûtés comme tes jambes. Pierrot, c'est parti. C'est mathématique. Martinez a une 55 d'avance sur Almeida qui est 10e. Almeida va les reprendre facilement. Idem pour Vlasov qui a 2 minutes 55 de retard sur Martinez. Donc il finira 11e.
Nico, 5 secondes, tu veux conclure ou pas? Non, c'est bon. Il se permet de ne pas conclure. Eh bien, c'est moi qui dois trancher ce débat. C'est moi qui dois trancher ce débat. Et malgré ces 11 secondes, je pense effectivement que Martinez, il finira légèrement derrière le top 10. Voilà. Alors, tu vois qui en plus des 9 coureurs que j'ai cités? Je suis pas là pour te sortir des noms. Moi, je t'ai dit, je connais rien au vélo. Je connais rien au vélo. Miguel Indurain, américain et compagnie. Non, je connais rien au vélo, messieurs. Mais moi, je pense qu'il va peut-être un petit peu craquer sur. Voilà, je parie. J'en sais rien. C'est un peu. Hugh Carty peut finir devant. Peut-être, on verra. Bon voilà, moi je dis aux portes du top 10. Messieurs, on va tout de suite passer à quelque chose d'être un peu meilleur. C'est les questions express. Ben oui, parce que les questions express, il n'y a pas besoin de discuter, il n'y a pas besoin d'épiloguer. C'est juste une réponse, un mot. Je veux un mot, une phrase au maximum. Oui, Pierrot. Pour le virement, je te le fais ce soir. Hein. Ouais, très bien. Ouais. Allez, vous êtes prêts pour les questions express, messieurs? Yes. Il y aura un petit peu de fun et un petit peu de questions sérieuses. C'est Nico qui va commencer sur la première question et on enchaînera comme ça. Vous devez répondre à chaque fois à la même question le plus vite possible. Un mot, une phrase au maximum. C'est parti. Première question. Nico, quelle équipe a le plus beau maillot pour draguer en boîte de nuit? Bora. Pierrot, si tu veux draguer en boîte de nuit. IF, rose fluo, parfait. Ok, ça continue. Pierrot, qui sera le vainqueur du chrono de Valladolid demain? Remco, je pense. Nico. Remco. Nico, qui sera le vainqueur de l'étape du Tourmalet? Roglic. Pierrot. Allez, Ayuso avec un boyau d'avance sur Roglic. Pierrot, qui portera le maillot rouge à la fin de cette deuxième semaine? Selon mes calculs de savant, Roglic. Nico. Ouais, j'ai les mêmes calculs. Roglic. Waouh. Nico, qui sera la déception de cette deuxième semaine? Evenepoel. Pierrot. L'organisateur. Prends pas de risque. Pierrot, quel coureur finira hors délai cette semaine? Hors délai, c'est terrible de souhaiter ça à un coureur. Tu peux dire personne, hein. Tu peux dire personne. Personne. Nico. Je ne souhaite pas en tout cas. Alberto Dainese. Ok. Nico, qui portera le maillot de meilleur grimpeur à la fin de cette deuxième semaine? C'est Poulvelda toujours? Non, c'est compliqué. Allez, Ayuso. Pierrot. Qui c'est que ça pourrait intéresser? Ah non, merde, faut aller vite. Faut aller vite là, Pierrot. Almeida. Ok. Pierrot, quel coureur retrouvera-t-on en échappée tous les jours ou presque sans réussir à faire un podium? C'est un peu dur celle-là. De Ghent. Pas mal. Allez, moi je vois bien un Buitrago. Pas mal. Nico, c'est dur. Quel Français va gagner une étape cette semaine? Tu peux dire qu'il n'y en aura pas. Cette semaine, non, il n'y en aura pas. Pierrot. Romain Grégoire. Oh, très bien. Il nous dit pas le nom de l'étape, c'est mystère. Pierrot, quelle sera la meilleure place de Philippe Ogana dans une étape en ligne cette semaine? Comme sur le chrono de demain, deuxième. Nico. Non, en ligne, il finira deuxième du chrono demain. En ligne, 6e. Ok. Et attention, Nico, quelle étape Geoffrey Soupe va-t-il gagner cette semaine? Il va plus en gagner. Mais super Geoffrey Soupe. Pierrot. Pareil, il regardera sur la Tropicale à Missabango l'an prochain, mais pas avant. Ok, ça marche. J'étais un peu déçu de deux choses. Je vous l'ai pas dit dans les félicitations, encouragements du conseil de classe, c'est que vous m'avez pas cité Geoffrey Soupe, parce que pour moi c'était quand même félicitations pour un coureur de 35 ans d'aller gagner sur ce sprint. Et vous m'avez pas cité non plus Alpecin, mais ça on en reviendra peut-être dans une autre émission. Caden Groves, 2 étapes maillot vert, il n'a pas été cité ni en encouragement ni en félicitations. Ouais, Messieurs, on n'a pas le temps de tout voir, c'est pas grave. On finit cette émission avec
avec tout ça en tête. Et puis, je vous laisse regarder, je vous laisse poser du télétravail cette semaine pour suivre les étapes importantes de la Vuelta. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un petit débrief. Moi, je vais aller réviser la Vuelta entre les années 90 et jusqu'à 2000 pour Miguel Indurain. Ouais, moi je vais m'acheter la biographie d'Indurain Ouais, les gars. dans tous ses états. Faut y aller, les gars, faut lire. C'est maintenant. Allez, les gars, ciao.